Il existe des situations où l'esprit s'accroche à quelqu'un même lorsque l'histoire s'est arrêtée, comme si une partie intérieure refusait d'accepter ce qui pourtant est évident. Ce phénomène n'a rien d'anormal. Quand une relation laisse des traces profondes, le cerveau continue de répéter les mêmes images et les mêmes scénarios dans l'espoir secret de retrouver une sécurité perdue. La véritable difficulté n'est pas l'absence de l'autre, mais ce lien invisible que nous avons tissé autour de nos attentes, de nos espoirs et parfois même de nos illusions. Lorsque l'on cherche à comprendre pourquoi une personne occupe encore autant d'espace alors qu'elle s'est déjà éloignée, on réalise que ce n'est pas seulement l'autre que l'on retient, mais une version de soi-même qui n'a pas encore appris à laisser partir dans une démarche thérapeutique. Il est essentiel de reconnaître que la mémoire émotionnelle fonctionne différemment de la logique. On peut savoir qu'une histoire est terminée, mais ressentir qu'elle vit encore à l'intérieur comme un écho qui met du temps à s'éteindre. Le premier pas consiste à regarder cette attache avec honnêteté, sans jugement ni honte. Il ne s'agit pas de se blâmer pour ce que l'on ressent, mais d'observer ce mouvement intérieur qui revient malgré nous. Beaucoup de personnes imaginent que l'oubli devrait être rapide, presque mécanique, mais en réalité, l'esprit humain n'efface pas, il retravaille. Il revient sur les mêmes scènes, reforme les mêmes questions, cherche un sens là où il y en a peu, être plus. Et plus on tente de forcer cet effacement, plus la pensée s'impose comme une réaction paradoxale du cerveau. Il est donc utile d'adopter une autre attitude, plus douce et plus patiente, qui consiste à accueillir ces retours sans s'y accrocher. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est le fait de relâcher la lutte qui permet à l'esprit de commencer à se libérer. Ce qui maintient le plus l'autre dans notre esprit, ce n'est pas la personne elle-même, mais les représentations que nous avons construites autour d'elle. L'être humain ne s'attache pas uniquement à un visage ou à une présence, mais à une promesse, à un avenir imaginé, à un besoin affectif auquel l'autre semblait répondre. Quand cette présence disparaît, la promesse reste et c'est elle qui continue de circuler dans nos pensées. Comprendre cela permet déjà d'alléger le poids émotionnel, car on cesse de rendre l'autre responsable de ce qui se joue en soi. On commence à voir avec plus de clarté la partie de nous qui avait placé trop d'espérance dans ce lien, pensant qu'il comblerait des manques ou apaiserait des blessures anciennes. Reconnaître cette dynamique n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité émotionnelle. Petit à petit, le simple fait de nommer ce que l'on vit ouvre une brèche intérieure. L'attachement perd de sa force quand il est observé plutôt que subi. Et dans cet espace nouveau, on peut commencer à reconstruire une relation plus juste avec soi-même, celle qui permet de comprendre que l'autre n'est pas indispensable à notre paix. L'esprit s'apaise lorsque l'on accepte que la place que quelqu'un occupe en nous n'est pas figée. Elle peut évoluer, se transformer, se libérer à mesure que l'on avance vers une vision plus douce et plus réaliste de notre propre histoire. Ce qui complique encore davantage le processus d'oublier quelqu'un, c'est la manière dont notre esprit sélectionne uniquement les instants lumineux et passe sous silence les zones d'ombre. Lorsque le lien s'effrite, nous avons tendance à idéaliser ce qui a disparu, comme si notre cerveau cherchait à protéger quelque chose de précieux. Cette idéalisation crée une forme de nostalgie sélective dans laquelle les manques, les déceptions ou les distances ne comptent plus. Ce mécanisme entretient une illusion subtile, croire que la relation était plus équilibrée qu'elle ne l'était réellement. Pour avancer, il devient essentiel de rétablir une image complète et honnête en acceptant que la personne qui s'éloigne n'offrait peu, être plus ce que nous projetions sur elle. Cette lucidité n'efface pas la douleur, mais elle lui donne une forme plus réelle, moins mythifiée, et cela facilite peu à peu le détachement. Dans un contexte thérapeutique, on observe souvent que l'attachement persiste parce qu'il répondait à une zone intérieure encore fragile. Ce n'est pas la personne en elle-même qui manque, mais la manière dont elle nous faisait sentir durant certains moments clés. Cet état
émotionnel, nous pensons qu'il dépend de l'autre, alors qu'en réalité, il provient de nous. Reprendre cette vérité est un pas immense dans le processus de libération. Il ne s'agit pas de nier ce que la relation a représenté, mais de comprendre que la source de nos sensations profondes ne se trouve pas à l'extérieur. Cette prise de conscience permet d'élargir l'espace intérieur et de réduire la sensation de dépendance affective. Lorsque l'on commence à voir avec plus de clarté, une autre dynamique apparaît, celle de la cohérence entre les actes et les paroles. Souvent, l'esprit s'accroche à ce qui a été dit, aux promesses, aux élans de tendresse, mais il néglige les manques, les silences ou les gestes qui ne venaient plus. Or, ce sont ces incohérences qui révèlent le mieux la réalité d'un lien. Accepter cela peut être déstabilisant, car notre cœur souhaite croire au meilleur. Pourtant, cette lucidité est libératrice. Elle remet au centre la notion d'équilibre, de réciprocité, de présence authentique, et lorsque l'on réalise que ces éléments n'étaient plus là, le détachement devient moins une perte qu'un réalignement. Se détacher ne signifie pas effacer l'histoire ou l'effort fourni, c'est reconnaître que l'énergie investie ne trouvait plus d'écho. Cela demande de la douceur envers soi-même, car chacun fait de son mieux pour aimer et être aimé. Dans le cadre d'une guérison émotionnelle, il est important d'adopter un regard bienveillant sur ses propres tentatives. Il n'y a rien à regretter d'avoir voulu créer un lien, mais il est tout aussi nécessaire d'accepter que tout lien n'est pas destiné à durer. Cette compréhension ramène la notion de mouvement. Les relations évoluent, certaines s'achèvent, et ce mouvement, bien qu'inconfortable, fait partie de la vie intérieure de chacun. Se donner la permission de respirer à travers cette transformation, c'est déjà ouvrir la porte à une paix nouvelle. Au fil du temps, l'esprit commence à comprendre que ce qui retient le plus n'est pas l'autre, mais la peur du vide laissé derrière lui. Ce vide n'est pas une absence réelle, mais une transition intérieure qui demande de changer certaines habitudes affectives. Lorsqu'une présence disparaît, ce sont les repères émotionnels qui se déplacent et cela peut créer un sentiment d'égarement. Pourtant, ce moment fragile contient une possibilité précieuse, celle de reconstruire un espace mental plus stable où l'on ne dépend plus de la constance d'autrui pour se sentir en sécurité. Reconnaître ce passage comme une étape naturelle plutôt que comme une défaite aide énormément à restaurer l'équilibre. La perte n'est pas un effondrement, c'est une réorganisation qui s'opère souvent en silence. Dans cette période, une remarque revient souvent, on croit manquer d'une personne alors qu'en réalité on manque d'une version de soi-même qui semblait plus confiante, plus rassurée, plus aimée. Cela prouve que le travail essentiel se situe en nous et non dans la tentative de récupérer un lien terminé. Ce déplacement du regard change tout. Il permet d'abandonner l'idée que seule la présence d'un autre pouvait apporter un sentiment de valeur personnelle. Dans une perspective thérapeutique, c'est un basculement fondamental. On cesse de chercher l'apaisement à travers l'extérieur et l'on commence à reconnecter progressivement avec sa propre solidité. Cette reconnexion n'est pas instantanée, mais se construit avec patience et douceur. Peu à peu, une vérité devient plus claire. L'esprit trouve la paix lorsqu'il arrête de s'agripper à ce qui ne répond plus. Vouloir retenir quelqu'un qui s'éloigne crée une tension constante, comme si l'on tentait de retenir de l'eau entre les doigts. Plus on serre, plus cela glisse. Inverser ce réflexe n'est pas un renoncement, c'est une preuve de maturité émotionnelle. Laisser partir n'est pas fermer la porte à l'affection ou à la tendresse, c'est simplement accepter que les liens authentiques ne survivent pas à la contrainte. Ils se nourrissent de liberté et de réciprocité. Reconnaître cette règle simple mais souvent ignorée aide l'esprit à sortir de cette lutte intérieure qui épuise et confond. Et puis, il y a quelque chose de calme qui naît lorsqu'on cesse de chercher des explications à tout. La fin d'une relation ne correspond pas toujours à un échec, mais parfois à un cycle accompli.
le besoin d'interpréter chaque détail, chaque silence, chaque distance finit par entretenir davantage l'attachement. À l'inverse, l'acceptation ouvre un espace où le mental peut enfin souffler. C'est là que les pensées intrusives perdent progressivement leur intensité. Lorsqu'on cesse de questionner sans fin ce qui n'existe plus, on découvre une forme de clarté neuve, une perspective moins chargée d'attente et plus centrée sur ce que l'on peut réellement construire. Ce processus peut être subtil, mais il transforme profondément la relation que l'on entretient avec soi-même. En devenant plus conscient de ses propres besoins émotionnels, on arrête de chercher des réponses dans des histoires closes. Et cette lucidité, même si elle arrive parfois après de nombreuses hésitations, devient une fondation solide sur laquelle l'esprit peut s'appuyer pour se libérer de la présence mentale de quelqu'un qui ne fait plus partie de notre chemin. Il arrive un moment où l'on prend conscience que l'insistance émotionnelle n'apporte rien de plus qu'une fatigue intérieure. Continuer à espérer des signes, attendre un geste, interpréter le moindre message devient une forme de tension permanente. Cet état empêche le cœur de se remettre en mouvement, car il reste suspendu à quelque chose qui n'existe déjà plus. Dans une approche thérapeutique, il est essentiel de comprendre que l'attente prolongée n'est pas une preuve d'amour, mais un signal de déséquilibre affectif. Lorsque quelqu'un choisit de s'éloigner, c'est souvent que son chemin intérieur ne correspond plus au nôtre. Accepter cette réalité n'est jamais simple, mais c'est précisément cette acceptation qui libère une grande partie de la charge émotionnelle. Ce détachement commence vraiment lorsque l'on reconnaît la différence entre ce que l'on désire et ce que l'on reçoit. Il ne suffit pas de vouloir un lien pour qu'il soit vivant, il faut qu'il soit nourri des deux côtés. Maintenir une relation uniquement par nos propres efforts crée une illusion douloureuse, celle de croire que plus on donne, plus l'autre finira par revenir. Mais l'affection sincère ne se déclenche pas sous la pression, elle se manifeste lorsqu'elle est ressentie de manière authentique. C'est pourquoi continuer à forcer une situation conduit souvent à une forme de confusion intérieure où l'on ne sait plus si l'on tient réellement à la personne ou à l'idée que l'on s'était faite d'elle. Lorsque l'on arrête de courir, un phénomène intéressant se produit, le brouillard mental commence à se dissiper, on se rend compte que l'énergie investie dans la poursuite d'une relation unilatérale nous éloignait de nous-mêmes et ce retrait volontaire n'est pas un abandon, c'est un recentrage. C'est comme si en posant enfin les armes de nos attentes, on permettait à notre esprit de retrouver sa respiration naturelle. Dans cet espace plus calme, l'on découvre que l'autre n'était pas indispensable à notre équilibre, mais que c'est notre propre regard sur la relation qui avait créé cette impression. Peu à peu, cette prise de distance révèle un fait important. Lorsqu'une personne ne se présente plus dans notre vie avec constance, c'est pas un message codé qu'il faut décoder, c'est une réalité simple. Il est souvent plus douloureux de s'accrocher à des gestes sporadiques qu'à une absence claire. Les signes irréguliers entretiennent l'espoir, tandis que l'absence invite à une reconstruction. Comprendre, cela permet de sortir d'un cycle d'auto-justification où chaque geste devient une tentative de prouver que l'histoire n'est pas terminée. Pourtant, ce qui compte dans une relation, c'est pas ce qu'on espère, mais ce qui se répète, et c'est seulement quand on accepte pleinement ce constat que la transformation intérieure peut commencer. L'esprit se libère progressivement de ce qui n'a plus de raison d'occuper autant d'espace et le cœur retrouve une forme de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas un oubli soudain, c'est pas un effacement brutal, mais une transition douce où l'on se rend compte que l'on n'a plus besoin de retenir ce qui ne cherche plus à rester. Ce relâchement ne se fait pas avec dureté, mais avec la conscience apaisée que la liberté émotionnelle naît précisément de cette capacité à laisser circuler ce qui doit continuer son chemin ailleurs. À mesure que l'on avance dans ce cheminement, on découvre que le détachement ne repose pas
uniquement sur l'idée de tourner la page, mais sur la capacité d'accueillir sa propre vulnérabilité sans se juger. Beaucoup de personnes pensent que se détacher signifie fermer son cœur, se protéger derrière une forme de froideur. Mais ce n'est pas le cas. Le détachement sain consiste au contraire à reconnaître ses émotions, à les laisser exister sans en faire le centre de sa vie. Cela demande une grande délicatesse intérieure, car il faut accepter que la douleur ne disparaît pas immédiatement. Elle se transforme, elle circule, elle perd en intensité à mesure que l'on apprend à ne plus la nourrir. C'est dans ces moments que la bienveillance envers soi devient essentielle. Trop souvent, l'on se reproche de ressentir encore quelque chose pour une personne qui ne fait plus partie de notre quotidien. Pourtant, ces restes émotionnels témoignent simplement de notre capacité à tisser des liens profonds. Se blâmer n'apporte rien, si ce n'est un supplément de souffrance. Adopter une posture plus douce, plus compréhensive, permet de créer un environnement intérieur propice à la guérison. Lorsque l'on cesse d'exiger de soi un oubli immédiat, une sorte de relâchement se produit et l'esprit cesse de lutter contre lui-même. Progressivement, la clarté émotionnelle revient. On commence à percevoir avec discernement ce qui appartenait réellement à la relation et ce qui relevait de nos propres projections. Cette distinction est essentielle car elle montre que l'attachement persistant n'est pas une preuve que l'autre était irremplaçable, mais une indication que certaines parties de nous avaient trouvé dans cette relation une forme de refuge. Lorsqu'on intègre cela, la dépendance perd de sa force car l'on comprend qu'un refuge n'est pas forcément un avenir. Cette compréhension ouvre une brèche par laquelle peut s'installer une plus grande autonomie affective. Dans ce processus, un élément joue un rôle fondamental, le silence intérieur. Non pas un silence imposé, mais un calme qui s'installe lorsque l'on cesse de chercher des réponses à tout prix. Lorsque l'on accepte de ne plus interpréter chaque détail, chaque souvenir, chaque pensée, un espace se crée pour accueillir autre chose. Ce silence n'est pas vide, il est riche, il donne la possibilité de sentir à nouveau sa propre direction. Il se forme lorsque l'on comprend que l'autre n'a pas à valider notre valeur et que notre vie ne se réduit pas à ce qui s'est terminé. Cette forme de paix n'arrive pas d'un coup, elle se déploie progressivement comme une lumière qui revient après une période de brouillard. Ce travail intérieur nous amène lentement vers une perception plus stable de soi-même. Au lieu d'attendre une reconnaissance extérieure, l'on recommence à trouver de la solidité dans ses propres choix, dans ses gestes du quotidien, dans les petites routines qui nous ramènent à notre centre. C'est pas un repli, mais une réappropriation de son espace personnel. Et c'est précisément cette réappropriation qui rend possible la libération de la pensée obsessive qui tournait autour d'une personne qui n'est plus présente. En redevenant le point d'ancrage de sa propre vie, on retire à l'absence son pouvoir et l'esprit retrouve peu à peu un terrain plus calme sur lequel se poser. Lorsque l'on avance encore un peu dans ce processus, un autre phénomène apparaît, on commence à remarquer combien l'esprit était saturé par l'attente de quelque chose qui ne venait plus. Cette attente, souvent silencieuse, peut occuper une place énorme sans que l'on s'en rende compte. C'est comme si une partie de nous était restée immobile, suspendue à un geste, à un message, à une reconnaissance qui n'arrivait plus. En prenant conscience de cet immobilisme, on voit combien il nous empêchait d'être réellement présents à notre propre existence. Reconnaître cela ne signifie pas se reprocher d'avoir espéré, mais comprendre que cette espérance n'était plus alignée avec la réalité. Ce décalage, une fois identifié, permet déjà à l'esprit de retrouver une forme de mouvement. Il existe aussi une confusion fréquente entre la persistance d'une pensée et l'importance de la personne qui l'a déclenchée. C'est pas parce que quelqu'un revient sans cesse dans notre esprit qu'il occupe encore un rôle significatif dans notre vie actuelle. Parfois, c'est simplement que notre cerveau n'a pas encore terminé de traiter l'expérience comme un ordinateur qui tourne encore sur une tâche en arrière-plan. Faire cette distinction est libérateur.
Cela permet de comprendre que la répétition mentale n'est pas un signe d'amour ou d'attachement profond, mais souvent un mécanisme automatique. Lorsqu'on le voit ainsi, on cesse de croire que ces pensées sont des preuves que l'histoire devrait continuer. Une étape importante consiste alors à redéfinir les priorités émotionnelles. Tant que l'on consacre une énergie excessive à revisiter ce qui est terminé, on se prive de la capacité d'investir son attention dans ce qui pourrait réellement nous nourrir. Ce recentrage n'a rien de brutal. Il se construit en prenant conscience jour après jour des petits gestes qui nous ramènent à notre propre vie, s'entourer de personnes bienveillantes, renouer avec des activités négligées, retrouver des espaces où l'on se sent pleinement soi-même. Ces éléments, en apparence simples, agissent comme des repères qui redonnent à l'esprit une direction. Ce n'est plus l'absence qui dicte le rythme, mais la présence de ce qui nous aide à grandir. C'est également à ce moment-là qu'on perçoit une vérité essentielle. Ce qui se termine laisse toujours une place pour autre chose. Ce n'est pas une consolation abstraite, mais une réalité psychologique. Lorsqu'un lien ne se construit plus à deux, il laisse un espace intérieur qui, au lieu d'être comblé par des pensées répétitives, peut accueillir de nouvelles expériences. Cette ouverture ne doit pas être précipitée. Il faut parfois du temps pour que l'esprit accepte l'idée de s'orienter vers de nouveaux horizons, mais lorsque cette idée commence à germer, elle crée une sensation subtile de légèreté. On comprend que la vie n'est pas figée autour d'un seul lien et que l'avenir contient des possibilités que l'on ne pouvait pas voir tant que l'on restait tourné vers ce qui s'était retiré. Et dans cette transition, la notion de liberté émotionnelle prend tout son sens. La liberté ne consiste pas à effacer le passé, mais à ne plus le laisser gouverner le présent. En développant cette autonomie intérieure, on retrouve une confiance nouvelle, plus douce, moins dépendante des réactions ou des absences d'autrui. Cette liberté n'est pas une rupture sèche, mais un apaisement progressif qui se construit à mesure que l'on cesse de donner à une absence le pouvoir de définir nos journées. Et c'est précisément ce glissement silencieux, presque imperceptible au début, qui marque la véritable sortie de l'emprise mentale de quelqu'un qui a cessé de nous aimer. À ce stade du cheminement, quelque chose de plus stable commence à se construire. On sent que la place que l'autre occupait ne disparaît pas dans le vide, mais se transforme en un espace plus clair, plus respirable. Et cette transformation est souvent lente, presque imperceptible, mais elle marque le moment où l'esprit cesse de lutter contre ce qui est déjà accompli. Lorsque l'on accepte profondément qu'une histoire s'est arrêtée, l'attachement perd son intensité, non pas parce qu'on l'a forcé à s'effondrer, mais parce qu'il n'a plus de raison d'alimenter un lien qui ne vit plus dans la réalité. Et ce mouvement intérieur ressemble à une marée qui se retire doucement. Il laisse apparaître un terrain neuf, prêt à accueillir d'autres expériences, d'autres formes d'apaisement. Dans cette nouvelle phase, un autre aspect devient essentiel, la reconnaissance de sa propre dignité. Pendant longtemps, on peut croire que persister, attendre ou espérer est une preuve de loyauté ou de profondeur, mais on découvre finalement que la véritable force réside dans la capacité à se respecter. Se respecter signifie ne plus mendier une place dans une vie où l'on n'est plus invité. Cela signifie comprendre que l'amour ne se mesure pas à l'intensité des efforts unilatéraux, mais à la qualité de la réciprocité. Cette conscience change le rapport à soi-même. Elle permet de sentir à nouveau sa propre valeur sans dépendre d'une validation extérieure. C'est dans ce cadre que l'on prend conscience d'un point essentiel, on ne perd jamais ce qui est réellement destiné à rester. Les liens qui comptent se maintiennent d'eux-mêmes, sans chantage affectif, sans course interminable, sans cette sensation de devoir prouver quelque chose pour être reconnu.
Lorsqu'une personne s'éloigne sans faire d'effort pour revenir, ce n'est pas un jugement sur notre valeur, mais une indication claire sur la direction que sa vie prend. Accepter cela apporte un apaisement particulier. On comprend que la fin d'un lien n'est pas une condamnation, mais une redirection, une manière pour la vie de montrer que ce chapitre ne pouvait plus continuer dans la forme que l'on espérait. Et puis, au milieu de ce calme retrouvé, surgit une forme de gratitude inattendue. Gratitude non pas pour la douleur, mais pour ce qu'elle a révélé. Elle a montré où se trouvaient nos fragilités, quelles attentes nous alourdissaient et quelles zones intérieures avaient besoin de lumière. Dans cette gratitude, on se rend compte que l'on ne cherche plus à éliminer l'autre de son esprit comme on effacerait une trace, mais à laisser la relation trouver sa place juste dans la mémoire, une place apaisée, qui n'occupe plus le présent, mais qui ne déforme plus non plus la perception du futur. À partir de là, l'esprit cesse de retenir et commence véritablement à laisser circuler ce qui doit continuer son chemin. C'est ainsi que l'on comprend que la guérison n'est pas une rupture brutale, mais un réalignement silencieux. Lorsque l'on retrouve sa propre présence, on n'a plus besoin de retenir une absence. On se découvre capable d'avancer sans se raccrocher à ce qui a cessé de nous nourrir. On retrouve une forme de liberté qui ne dépend plus des gestes de l'autre, mais de la clarté que l'on porte en soi. Et cette liberté ouvre naturellement la voie à des liens plus équilibrés, plus conscients, plus proches de ce que l'on devient. Ce n'est pas un effacement, c'est une maturation intérieure. Et c'est précisément dans cet espace renouvelé que l'on réalise que la personne que l'on essayait de chasser de son esprit n'y avait plus sa place depuis longtemps. C'est simplement que pour la première fois, on est prêt à l'admettre et à avancer avec la douceur de quelqu'un qui reprend pleinement possession de sa vie.